Alors, je suis Marie McKendrew, professeure titulaire au département d'administration et fondement de l'éducation. J'ai travaillé toute ma vie sur l'éducation des immigrants. Je suis aussi maintenant encore la directrice du groupe de recherche immigration, équité et scolarisation. C'est très important de comprendre qu'évidemment, si on emploie le terme générique diversité, on pourrait inclure l'ensemble des marqueurs sociaux qui existent, qui peuvent être liés au genre, à la classe sociale, au handicap, à l'orientation sexuelle, etc., etc. Il y a dans certains courants une tendance à dire qu'on devrait aborder l'ensemble de ces diversités-là dans une formation à la diversité. Dans le contexte québécois, ça apparaît pas nécessairement souhaitable parce que le Québec a vraiment un énorme déficit francophone, Québec francophone bien sûr, un énorme déficit en ce qui concerne son adaptation à la diversité qui émane des origines des personnes. On peut dire que la diversité a toujours marqué le Québec, mais une des caractéristiques, évidemment, c'est que jusqu'à il y a 40 ans, la diversité touchait presque essentiellement le secteur anglophone, puisque les immigrants choisissaient l'école anglaise à cause de la situation socio-linguistique de l'époque. Donc, on peut dire que même si c'est une vieille réalité, c'est un enjeu relativement récent à l'échelle, évidemment, de l'évolution, du changement des mentalités, c'est-à-dire 40 ans. Alors, les première prise de conscience arrive justement lorsque on pense la diversité comme simplement l'ajout de services spécifiques pour attirer les immigrants ou pour leur faire accepter la loi 101 une fois qu'elle est adoptée en 1977, donc les classes d'accueil, l'enseignement des langues d'origine. Dans les années 80, on doit comprendre que d'une façon générale, on est encore dans une approche assez, on l'appelle interculturelle, mais dans le fond, elle est assez multiculturelle. Donc, on est beaucoup axé sur les cultures. Et le perfectionnement se fait beaucoup groupe ethnique par groupe ethnique. Qu'est-ce que je dois savoir sur un Chinois? Qu'est-ce que je dois savoir sur un Vietnamien? Ce qui est encore une demande du milieu scolaire, malheureusement, mais qui s'est un peu perdu de son intensité. Mais ça va prendre vers les années 80, fin des années 80, on va commencer à se rendre compte qu'on ne peut pas juste additionner des services, ce que McLeod appelle le multiculturalisme additif. Là, tu ajoutes des services pour les immigrants, mais tu ne changes pas ton système. On va commencer à se rendre compte que si la clientèle change, il va falloir aussi faire ce qu'on appelle de l'adaptation institutionnelle ou du changement institutionnel. Alors, ça va commencer sur certains aspects, comme les programmes, le matériel didactique, éliminer les stéréotypes, avoir des relations école-famille mieux adaptées, mais vers le début des années 90, la question de la formation des maîtres va commencer à se poser de manière un petit peu plus centrale, bien qu'auparavant, il y a eu du perfectionnement. Et aussi qu'on va commencer à réfléchir aussi sur quelles approches on devrait mettre en œuvre pour éviter finalement que la formation renforce les préjugés ou la catégorisation plutôt que de la rendre moins importante. Par exemple, en 1996, donc avant même l'adoption de la politique de 1998, lorsqu'on recommence, on revoit les programmes de formation des maîtres. Par exemple, on va mettre dedans que la sensibilisation, moi c'était bien le mot sensibilisation à la réalité pluraliste ou à la diversité ethnoculturelle doit être dans les programmes. Mais c'est plus un vœu pieux qu'une obligation ferme. Pendant toute cette période-là aussi, évidemment, bien qu'on dit toujours que l'éducation interculturelle, c'est l'éducation de tous les élèves, donc, ça devrait être la formation de tous les maîtres. En réalité, c'est souvent réduit à la présence des immigrants. Donc, ça explique que jusqu'en 98, on a des politiques et des actions, mais elles sont essentiellement dans les milieux où se concentrent les populations immigrantes, qui est Montréal pour l'essentiel, et puis ultérieurement la première couronne, là, la grande région métropolitaine, mais même pas la deuxième couronne. Donc, c'est en 98 qu'on va commencer à prendre un leadership un petit peu plus marqué en se disant il faut une politique pour l'ensemble du Québec. Même si, par exemple, ça avait été recommandé dès 1985 par le rapport Chancy, qui avait été sous le Parti québécois, mais quand le Parti libéral avait repris le pouvoir en 86, ils avaient dit c'est un problème montréalais, donc on soutient les milieux montréalais. Et donc, c'est seulement en 98, avec Mme Marois, qu'on revient avec l'idée qu'il faut une politique pour l'ensemble du Québec. Je dirais aussi que ça coïncide avec la réforme scolaire. Donc, un certain nombre de choses en termes de transformation des curriculums, avec plus de place pour la diversité en histoire, en éducation à la citoyenneté. Alors, en 98, on fait un énoncé qui s'appelle « Intégration scolaire et éducation interculturelle ». Intégration scolaire, évidemment, porte beaucoup plus sur l'intégration des immigrants, mais éducation interculturelle porte sur la préparation de tous les jeunes à vivre ensemble dans une société pluraliste. C'est la définition de l'éducation interculturelle.
la formation des maîtres est placée sous l'éducation interculturelle. Mais notez bien que c'est une question de commodité dans le document. Ça ne veut pas dire que la formation des maîtres ne répond pas aussi au fait de s'adapter à la présence des élèves issus de l'immigration. Mais on a comme mis sous l'intégration scolaire les mesures qui concernaient l'apprentissage du français, l'égalité des chances et les liens école-famille. Et dans ce qui concernait l'éducation interculturelle, on a parlé de la prise en compte de la diversité dans les curriculums, dans les normes et pratiques de la vie scolaire. Ça nous amène un peu aux controverses qui allaient arriver sur l'accommodement raisonnable, par exemple, et aussi dans la formation des maîtres, et aussi sur l'engagement du personnel multiethnique, qui étaient les trois grands objectifs sous l'éducation interculturelle. Alors, il faut comprendre que ces trois objectifs-là, évidemment, ont un impact sur le besoin de formation des maîtres, parce que si on dit que la diversité doit être représentée dans le curriculum, ça veut dire qu'on va avoir des matières au secondaire qui vont être plus contributives que d'autres. J'ai nommé histoire, éducation, citoyenneté, éthique et culture religieuse, mais dans toutes les matières, on va inciter les spécialistes à avoir une sensibilité interculturelle. Et au primaire, comme il n'y a pas de spécialiste, ça veut dire que l'enseignant du primaire, il est supposé l'avoir aussi. Alors, ça peut être des choses aussi simples que si j'enseigne les mathématiques, mettre l'accent sur l'apport des différentes communautés aux mathématiques qui commencent par le zéro chez les Arabes ou chez les Hindous, comme ça peut être en français de varier ma littérature, comme ça peut être en art plastique ou en musique d'avoir des formes variées. Donc, il y a des matières plus contributives, mais dans toutes les matières, on appelle les gens à intégrer la diversité. J'ai mentionné qu'on dit également que cette diversité-là doit se retrouver au niveau des normes et pratiques des établissements. Et ça veut dire qu'il faut former beaucoup les directions d'école, qui est aussi un autre enjeu. Et ça va bien coïncider parce qu'à cette époque-là, il y a professionnalisation des directions d'école. On oblige maintenant une formation de niveau maîtrise à partir des années 2000. Donc, c'est un bon moment pour pousser un peu une formation interculturelle des directions d'école. D'autre part, comme je l'ai mentionné, clairement, on dit également que la formation initiale doit être renforcée dans les universités. En matière de prise en compte de la diversité. Mais ici, il faut comprendre que quand le ministère parle de ce qu'il fait lui-même, il est en ligne directe verticale et généralement, il est imputable de ce qu'il dit. Quand il parle de ce qui concerne des ordres sur lesquels il n'est pas en autorité directe, c'est indirect comme influence. En éducation, l'influence du ministère est un peu plus forte en formation des maîtres par le fameux comité d'agrément qu'on appelle le CAPFE et la redéfinition des programmes. Mais le ministère a comme parlé, comme on dit, des deux côtés de sa bouche, parce qu'en 98, il a dit qu'il fallait que les universités augmentent la formation à la diversité en formation initiale, mais en 2001, quand il a fait le référentiel de compétences, il n'a pas mis une compétence particulière là-dessus. Et le dernier aspect, je veux quand même insister, parce que ça devient un gros enjeu de formation aussi, c'est le fait qu'on avait parlé de l'importance que la diversité soit représentée dans le corps d'emploi. Et donc, toute l'importance qu'il y ait des maîtres et des directions d'école et du personnel scolaire d'origine multiple, qui est maintenant un des gros enjeux de la formation. D'une part, parce que ces gens-là, s'ils ne sont pas de deuxième génération, s'ils sont des immigrants, ont besoin de beaucoup de formation d'appoint, moins en interculturel qu'en compréhension de la société québécoise, mais on peut dire que pour eux, l'interculturel, c'est de comprendre la société québécoise, comme pour un maître d'implantation ancienne, l'interculturel, c'est de comprendre la diversité, d'une part, mais aussi parce que l'enjeu de gérer un personnel multiethnique et pour les directions d'école est rendu un enjeu plus important actuellement au Québec que l'enjeu de gérer des élèves d'origine diverse auxquels la majorité des gens sont habitués. Alors, dans ce sens-là, toute la politique avait un impact sur les besoins de formation initiale. Là, on est plus que 15 ans après. En fait, la politique a été évaluée en 2013. Le rapport est sorti en 2014. Alors, on voit qu'il y a certainement des aspects qui ont avancé, en particulier la prise en compte dans les diverses matières scolaires. Par contre, il faut dire qu'on a vu souvent un hiatus en ce qu'il y a dans les programmes et le matériel didactique et ce que les enseignants mettent véritablement en place dans leur classe, parce que les programmes sont très encyclopédiques, donc finalement, tu peux toujours t'en sortir sans couvrir certains thèmes. Les évaluations ministérielles aussi, les examens ne portent pas sur tout. Donc, on a bien vu que si on veut que la prise en compte se fasse dans les didactiques,
il faut que ça soit aussi présent dans la formation. En ce qui concerne la prise en compte de la diversité dans les normes et pratiques, vous avez certainement entendu parler autant que moi, évidemment, que c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, même s'il y a beaucoup de perfectionnement qui se donne là-dessus, notamment autour de l'accommodement raisonnable, sur les limites de la diversité, il y a encore des grands besoins. Et je pourrais dire qu'on a presque reculé au Québec là-dessus parce qu'un enjeu qui était un enjeu local, scolaire, est devenu un enjeu politisé avec la charte, avec le débat sur l'accommodement raisonnable. Donc, il y a beaucoup d'interférences. C'est plus seulement un enjeu professionnel. Donc, je pense qu'on a encore plus besoin de formation et de ramener les gens autour des compétences professionnelles parce qu'il y a beaucoup d'interférences sociopolitiques dans cet enjeu-là. Puis finalement, j'ai mentionné évidemment le fait que maintenant, contrairement à 1998, on gère vraiment une force de travail multiethnique en milieu scolaire et qu'on a réussi. Et comme toutes les choses qu'on réussit, ben ça complexifie, ça suscite de nouveaux défis. Alors, est-ce que la situation est plus complexe aujourd'hui qu'il y a, par exemple, 20 ans ou 15 ans au moment de l'adoption de la politique ou encore qu'il y a 40 ans? Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par autrefois, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a une expertise. Donc, il y a des choses qui sont... Il y a une expertise qui est développée, donc il y a des choses qui sont moins complexes. Par exemple, je pense que maintenant, au moins dans les milieux qui ont été touchés depuis longtemps, bien, il y a une bonne expertise pour la compréhension des défis que vivent les élèves issus de l'immigration. De plus en plus, par exemple, l'idée que les langues maternelles sont un atout en faveur de l'apprentissage du français et non pas un obstacle, fait son chemin. Donc, c'est moins nouveau. On pourrait dire également que beaucoup de l'importance d'une prise en compte de la diversité culturelle, la notion, par exemple, du choc culturel de la deuxième génération. Pour la première fois en milieu francophone, on commence à voir des milieux qui ont vu passer des générations d'immigrants et qui sont capables d'avoir la même distance par rapport aux enjeux à court terme qu'avait le milieu anglophone. Le milieu anglophone disait au début des années 70-80, mais calmez-vous, nous on les a vus passer les Italiens, les Grecs, les Portugais, puis regardez maintenant, tous les enjeux de différence et de conflits sont atténués, puis on a maintenant un souvenir presque idyllique il n'y a jamais eu de problème. En fait, chaque génération d'immigrants bouscule un peu le système, et puis après, on voit que le temps, finalement, facilite l'intégration. On commence à voir ça en milieu francophone, donc il y a un peu moins d'insécurité qu'au départ. Ce qui est devenu un petit peu plus compliqué, puis ça rejoint aussi toute la question des défis, j'en ai mentionné un déjà, c'est que d'une part, l'immigration va de plus en plus en région, ce qui est une bonne chose en soi. C'est pas encore massif, mais quand même, moi, quand j'ai commencé ma carrière il y a 30 ans, on parlait de 90% des immigrants qui étaient à Montréal. Maintenant, on parle de 80%. Bien, ça fait quand même de plus en plus de régions. C'est pas nécessairement les régions les plus éloignées, mais donc la préoccupation s'étend. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à refaire parce que des nouveaux milieux sont touchés sans cesse. D'une part, il y a plus de politisation autour des enjeux d'immigration. Qui était autrefois une espèce de grand objet de consensus. On n'utilisait pas ça comme capital politique. La classe politique était comme prudente. Depuis la montée de la crise des accommodements raisonnables, d'abord avec la CAQ, ensuite avec la politisation de l'enjeu identitaire par le Parti québécois, récemment, à la dernière campagne électorale, on voit que c'est moins un tabou. Donc, ça veut dire que, je dis pas que nécessairement ça influence toujours les enseignants, mais c'est plus délicat, notamment pour les directions d'école. Il y a des choses qu'on faisait et maintenant, on a peur que ça se retrouve dans les médias. Donc, il y a une complexité plus grande parce qu'on ne peut pas être contre la démocratie puis que l'ensemble du Québec, maintenant, participe au débat public autour de l'immigration. Pendant longtemps, le débat public était limité aux gens directement concernés, soit les immigrants eux-mêmes ou les institutions qui les accueillaient. Et généralement, ces gens-là ont des propos plus nuancés parce que la réalité est toujours plus complexe que ce que je perçois quand je ne suis pas concerné directement. Maintenant, l'immigration, c'est un objet de débat où toute la population du Québec a son opinion, l'intégration, la prise en compte de la diversité. Alors, ça peut rendre des enjeux plus complexes. Évidemment, il y a aussi le contexte international. Le Québec, là-dessus, n'est pas différent de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Peut-être même qu'on dirait qu'on est moins atteint, malgré tout, un peu. Si on compare, par exemple, avec l'Europe, avec la montée des partis d'extrême droite, avec l'obsession sécuritaire, évidemment, aux États-Unis. Tout ça, évidemment, dans la mouvance particulière du 11 septembre, des attentats, du fameux choc des civilisations. Mais ce qui est un peu particulier au Québec, c'est que cette mouvance-là arrive dans une période où une grande partie de notre immigration, pas l'essentiel, mais une grande partie de notre immigration provient de pays musulmans.
Donc, ça fait que au coming of age, de prendre conscience de la diversité qui devient un enjeu à l'échelle de la province, le choc des gens qui regardent Montréal se transformer comme si le train passait puis eux autres sont pas dans le train. On s'ajoute le fait que le débat international autour de l'islam, du choc de la civilisation, le fondamentalisme croissant dans certains secteurs de la population musulmane arrive dans un contexte où une forte proportion de l'immigration est musulmane et l'immigration récente. Au Canada anglais, on a des musulmans, mais ils représentent une proportion moins importante de l'immigration récente. Alors pour moi, ça, c'est des enjeux importants. Un enjeu aussi peut-être qui commence à s'imposer, c'est que même si globalement les immigrants sont plus favorisés que dans le passé, ce qui n'est pas toujours connu, en fait avec la politique sélective et puis la grande importance de l'immigration économique dans les flots migratoires au Québec, les immigrants ont des qualifications, des profils socio-économiques, éducatifs supérieurs à la moyenne québécoise largement et en plus supérieurs aux vagues du passé, mais il en demeure pas moins qu'il y a aussi il y a un certain nombre d'immigrants qui sont à risque et on a longtemps la question de la réussite scolaire des immigrants a été un peu le parent pauvre des débats. Les débats au Québec sont encore fortement axés sur les enjeux linguistiques et culturels, alors que ce qui intéresse évidemment les familles immigrantes, c'est la réussite. Et il y a certains groupes où on commence à avoir des données comme quoi, finalement, la réussite s'améliore pas autant qu'elle devrait à la deuxième génération. On peut toujours dire qu'à la première, si tu arrives en cours de scolarité, tu as été sous-scolarisé dans ton pays d'origine, c'est triste pour l'enfant, mais on peut pas voir ça comme un problème systémique. Le système peut essayer d'y répondre, mais on peut pas s'attendre à ce que le système scolaire compense tous les déficits prémigratoires. Mais quand on parle de la deuxième génération, puis qu'on voit dans certaines communautés racisées, entre autres, chez les jeunes Haïtiens, Latino-Américains, Asiatiques du Sud, pas tellement les Indiens, mais plus les Pakistanais, que effectivement les problèmes de réussite semblent continuer à la deuxième génération, ça veut dire aussi que notre formation des maîtres, elle a besoin de ne pas être seulement axée sur les enjeux de prise en compte de la diversité, mais aussi les enjeux d'équité, les enjeux de déficit, de mesures compensatoires, mais aussi changement de pédagogie pour s'ajuster à ces nouvelles réalités. C'est clair qu'un des objectifs également dans les milieux où sont présents les élèves issus de l'immigration, c'est de faire en sorte que la formation des maîtres permette de répondre non pas à un problème généralisé de réussite scolaire qui n'existe pas chez les élèves issus de l'immigration comme problème généralisé, mais à des problèmes qui touchent certaines clientèles cibles particulières. Alors évidemment, tout l'enjeu des élèves très récemment arrivés, première génération, lorsqu'ils sont allophones et lorsqu'ils n'ont pas été scolarisés dans leur pays d'origine, notamment ceux qui arrivent en cours de scolarité secondaire, qui sont aussi ceux qu'on retrouve souvent à l'éducation des adultes, sur lesquels il y a eu une recherche notamment de Maryse Potvin sur les problèmes, l'inadaptation de ce secteur-là. Alors ça, c'est une clientèle qui peut développer énormément d'aliénation, même si ces problèmes viennent peut-être plus des déficits prémigratoires, mais évidemment, tous les problèmes de formation adéquate au classement, à la reconnaissance des acquis pour ces élèves-là, à l'adaptation de la pédagogie. La classe d'accueil ne peut pas être la même pour des élèves qui arrivent à 16 ans. Il faut aussi, pas rien que leur apprendre le français, il faut aussi acquérir la littératie dans leur langue d'origine s'ils ne l'ont pas eu. Il faut aussi les préparer à exercer un emploi parce que c'est peu probable qu'ils vont retourner au secondaire régulier. Donc, c'est des enjeux complexes d'adaptation. Être capable de comprendre les enjeux psychosociaux particuliers de jeunes qui vivent une telle déqualification et puis qui ont souvent vécu aussi des circonstances migratoires difficiles s'ils sont réfugiés. Puis on a l'autre aspect aussi, des jeunes qui sont peut-être venus dans des circonstances moins catastrophiques, mais dont les familles étaient défavorisés au moment où ils sont rentrés au Québec et qui ont vécu aussi du racisme, de la discrimination. Notamment, je mentionnais les Latino-Américains ou les minorités racisées des Antilles, francophones ou anglophones. Dans une moindre mesure, les communautés aussi anglophones, comme autour de l'Asie du Sud, notamment les Pakistanais. Alors, ce qu'on voit chez ces élèves-là, c'est aussi qu'à la deuxième génération, des fois, la réussite scolaire s'améliore un peu, mais pas énormément. Et là, on a vraiment besoin de comprendre les facteurs systémiques, parce que là, on ne peut pas seulement analyser les facteurs prémigratoires. C'est quoi les facteurs systémiques? Est-ce que les enseignants ont des attentes différentes? Par exemple, certaines études semblent montrer que les enseignants emploient les catégories ethniques assez facilement et que sans être racistes explicites, ils ont quand même une image du pecking order, si on peut dire, de certains groupes où ils s'attendent à ce que certains groupes réussissent, dans certains groupes qu'on réussit moins bien et qu'on va l'attribuer facilement à la culture ou à la famille, on va se questionner moins.
On dit des fois en plaisanterie, tu sais, si un Chinois réussit pas, l'enseignant va se dire qu'est-ce que je fais mal. Mais si un jeune d'origine haïtienne réussit pas, il va dire ah ben je le sais ce que sa famille fait mal. Alors donc dans ce sens-là, oui, on a besoin de travailler sur des facteurs systémiques, prendre conscience que souvent on va traiter du racisme, de la discrimination comme une réalité ailleurs et autrefois, ou ailleurs beaucoup, mais ou autrefois, ou même ici, mais en dehors de l'école. Alors c'est terrible, les pauvres immigrants, oui, il y a du racisme, mais comme c'est moins un racisme peut-être direct, mais plus une discrimination systémique, on va moins l'apercevoir en milieu scolaire, mais ces choses-là peuvent exister. Je ne dis pas que ça touche tous les milieux, et on a sérieusement besoin de former les enseignants sur la question de la réussite chez les groupes de deuxième, lorsque ça ne s'améliore pas suffisamment à la deuxième génération, et aussi sur les élèves particulièrement vulnérables de la première génération. C'est vrai, entre autres, pour les classes d'accueil. Je voulais terminer tout ce qui concerne la diversité linguistique. J'ai mentionné, par exemple, le fait que les enseignants ont besoin de comprendre l'interrelation entre la langue maternelle et la langue d'accueil. C'est important d'insister que les jeunes parlent français, mais toute la recherche nous dit qu'il faut apprendre à renforcer la langue d'origine pour que les habiletés se transfèrent d'une langue à l'autre. Ça aussi, c'est un gros enjeu de la formation des maîtres actuellement.